Bonjour, c'est Philippe. Je suis développeur de données chez Canextech. On fait des services d'inspection d'égout, beaucoup d'objets connectés, puis de SaaS management. Puis aujourd'hui, je viens vous présenter quand votre base de données opérationnelle n'est pas assez rapide, est-ce que votre transactionnel va scaler pour vos besoins qui sont plus analytiques? Fait que mon but aujourd'hui, ça va être de voir un peu où est-ce que ça arrête d'être performant, Postgres, sous quel type de contraintes, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que les Trust Me Bro benchmark que tout le monde a vu, qu'est-ce que tu fais avec ta OLTP, avec ton OLAP, le transactionnel pour un, l'analytique pour l'autre. Ils vous donnent deux queries, puis ils disent qu'il y en a une qui va 20 fois plus vite que l'autre. Mais ça ne représente pas vraiment ce qu'on fait dans la réalité au day-to-day. Fait que souvent, on va scaler un système qui a déjà été bâti sur du transactionnel. Oui. Je vais traduire les acronymes, parce que j'en ai aucune idée, ça veut dire quoi? Online Transactional Processing, fait que processus transactionnel en ligne, puis Online Analytical Processing, fait que processus analytique en ligne, I guess. Puis c'est ça, fait que je cherchais dans les benchmarks, tu sais, quand est-ce que tu migres, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui te fait souffrir. Parce que moi, j'ai tout le temps été soit sur du transactionnel, soit sur de l'analytique, mais j'ai jamais fait les deux, si on veut, là. J'ai toujours été dans des systèmes qui avaient déjà été segmentés. Fait que comme j'avais pas ce que je voulais en lisant des benchmarks, je me suis dit que j'allais faire mon propre benchmark. Fait que pour commencer, je cherchais deux bases de données. Postgres, c'est un classique transactionnel, fait que je suis parti de ce point de départ-là. Puis ClickHouse, je trouvais qu'il y a beaucoup d'OLAP qui sont des gros warehouses faits pour de l'analytique interne ou qui sont des query engines qui sont basés pour faire de l'analytique puis vectoriser. Mais moi, je cherchais un modèle mental qui était plus comparable à Postgres. Fait que je me suis arrêté sur ClickHouse parce que c'est un server database qui est fait pour l'analytique de basse vitesse. Fait qu'il y a tout comme le query engine qui est optimisé pour faire des queries qui ont des gros scans. Mais c'était pas assez pour moi. T'sais, mettre la même modélisation de table dans deux bases de données qui sont pas faites pour fonctionner de la même manière, je trouvais que c'était comme une erreur de logique. Fait que j'ai décidé de fonctionner avec deux modèles de données. Un normalisé, ceux qui ont fait... levez la main ceux qui ont déjà utilisé Postgres pour faire du développement web ou du back-end. Oui, fait que vous connaissez le modèle déjà normalisé. Là, habituellement, toutes vos tables n'ont aucune duplication de données. Puis qui ici qui a déjà travaillé avec des bases de données analytiques, soit Data Warehouse, Data Lakehouse? Yeah. Parfait. Fait que souvent, je voulais utiliser un schéma qui était plus adapté à ce genre d'engin de données-là, où est-ce que la duplication est moins importante, mais réduire le nombre de joints va être plus pertinent. On va s'arrêter au plus sur Data Model. Fait que après ça, mon défi d'après, ça a été de trouver les datas pour runner ces benchmarks-là. Ça ne sert à rien de runner un benchmark de base de données analytique sur un fixture que j'ai écrit avec Claude qui contient 10 lignes. J'arriverai jamais à des résultats qui ont de l'allure. Fait que j'ai utilisé un benchmark commercial qui s'appelle TPC, qui offre plusieurs sources de données pour des use cases différents. Moi, je me suis arrêté sur le modèle H, qui est un modèle style e-commerce. Fait que quand vous allez voir le modèle, vous allez remarquer, vous allez tout de suite, on a tous vu des, je sais pas comment dire, mais des mocks de e-commerce, comment faire un back-end de ce genre-là. Puis, je voulais voir à quel point est-ce que Postgres arrête d'être efficace. Fait que j'ai loadé 6 scales de data, dans le fond, de 600 000 rows jusqu'à 180 000 rows sur ma table transactionnelle. Là, ça ne comprend pas les dimensions. Même machine, je l'ai roulé sur Docker, fait que chacune de mes machines ont 16 GB de RAM, 8 cores. C'est ceux qui font seulement du cloud, c'est l'équivalent d'un 2X large à peu près. Fait que même données, même SQL selon le modèle, puis je veux que ça retourne exactement la même réponse pour chacune des queries. Ah, puis le tuning, il est vraiment standard. Là. J'ai pris le basic qui est recommandé par Postgres puis par ClickHouse. Là, fait qu'il n'y a pas de shenanigans d'optimisation entre les deux. Fait que pour ceux qui ont vu mon premier talk, là, vous allez reconnaître un peu les modèles de données. En fait, ça, c'est le modèle
transactionnel typique qui est complètement dénormalisé. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas d'informations qui se répètent. 8 tables. Line item, c'est la grosse à gauche, ma table transactionnelle. Après ça, il y a le data sur chacune des commandes, chacun des clients. C'est ma table de join, de cross-join entre mes parties, mes suppliers. Puis toute l'information géographique a été dédupliquée dans 2 tables. Puis dans le fond, tout ce que le star schema il fait, c'est quand que je transforme mon normalisé en pré-joinant des tables qu'on appelle des tables de dimension. Fait que pas des choses qui se calculent, vraiment des caractéristiques sur lesquelles je veux filtrer ou segmenter. Fait que order puis line item sont pre-join ici. On a notre information de customer, notre information de partie puis notre information de supplier. Puis comme vous pouvez voir, là, toute l'information géographique a été dupliquée sur toutes les dimensions. Fait que, première query, je veux mon revenu annuel, fait que mon prix chargé moins mon discount agrégé par année sur toute sur tout mon data, mes 180 millions de rows de commandes qui ont été faites. Fait que comme vous pouvez voir, juste mon modèle standard opérationnel, il ne scale pas. C'est 47 secondes par query, puis c'est absolument éternel pour un user. Si je modélise optimisé pour analytique, j'obtiens 17 secondes, ce qui est quand même vraiment trop élevé. Puis ClickHouse, tout de suite, passe de 17 à 2 secondes, même si j'ai mon data model qui n'est pas normalisé. Puis tout d'un coup que j'ai un data model qui est pre-join, je tombe en bas d'une demi-seconde, à 390 millisecondes. Fait que fin du talk, ClickHouse est meilleur. Mais non, encore là, c'est complètement ridicule. C'est le use case typique de ClickHouse, puis c'est pas la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que mon Postgres arrête d'être efficace? À 180 millions de rows, c'est sûr que Postgres est beaucoup trop lent. Fait que, puis même à ça, peu importe la query, même si c'est 5 millions, si c'est 600 000 colonnes, Postgres va être moins efficace que ClickHouse parce que c'est un scan qui est vraiment large. Fait que je me suis dit, vu que je me fais mon propre benchmark, je peux aussi setter le seuil que j'ai le goût d'avoir. Fait que l'espèce de règle de pouce que je me suis donnée, c'est 1 seconde, c'est trop long. Puis j'imagine le use case, c'est comme, mettons que vous avez une SaaS qui livre des produits à un client, lui, il veut avoir son dashboard de usage. S'il clique refresh, il ne veut pas attendre 47 secondes. Même 4, c'est un peu trop. Puis même à l'interne, là, comme 5 secondes pour du data interne, ça peut commencer à être long. Hein. Fait que, on peut voir que ici, pour commencer, les scales du graphique, je ne sais pas s'il y en a beaucoup que ça fait longtemps qui ont vu des graphes, là, mais en fait, son log scale les deux. Fait que chaque ligne, c'est x10. Ça ne monte pas de manière linéaire, ça monte de manière exponentielle. On voit-tu ma souris? Ah, yes! C'est bien mieux, ça. Postgres performe vraiment pas bien. À partir de 9 millions de rows, ça commence à être vraiment rigide. Puis même si on dénormalise pour un data model qui est plus adapté à l'analytique, le gain de performance, il est là, mais il n'est pas exceptionnel. Tandis que si vous regardez ClickHouse, là, ça n'a aucun bon sens pour le vrai. 180 millions, un scan complet de la table va finir wall time en bas de autour de 100 millisecondes. Ce qui est vraiment impressionnant. Moi, j'étais vraiment impressionné. Je travaille sur des OLAP, puis fait que pour voir ce que l'autre graphique explique un peu plus, là, on va voir où est-ce que le threshold à 5 millions de Postgres, il va arrêter de servir en bas d'une seconde. Là. Comme c'est un log scale, on peut voir, ce n'est pas forcément à l'échelle. Fait que juste avec une modélisation correcte, là, Postgres fait quand même une belle job. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui servir des produits analytiques, ils n'ont pas 10 millions de rows à scanner sur un seul dashboard. Mais la seconde que tu embarques dans... je ne sais pas s'il y a ici des gens qui font des objets connectés. Non? Ah. Vous savez, comme des machines, ça développe, ça produit bien plus de data puis bien plus de métriques que n'importe quelle, mettons, base de données financière va être capable de produire.
Puis c'est là qu'on voit que ClickHouse est super impressionnant, bien normalisé. Il ne va jamais atteindre plus que 390 millisecondes, même sur le scan le plus large que mon ordi était capable de... Oh, excusez. Lag. Parfait. Puis, fait que la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ces bases de données-là vont produire des résultats complètement différents? Puis souvent, le modèle mental que les gens se font dire, c'est ils storent, c'est l'horizontal puis le vertical, là, ils storent le data de manière colonne ou ils storent le data de manière rangée. Hein. Puis j'aime beaucoup cette image-là pour... Tout le monde a fait un peu de JSON. Là. Fait que c'est l'équivalent de si la base de données Postgres, dans le fond, chaque rangée devient un file, puis chaque item a un type différent, puis il est storé de cette manière-là. Tandis qu'une base de données column, ça va avoir un file ou une série de files par colonne. Fait qu'un file va contenir un seul type, puis ça va faire en sorte que la compression va être incroyablement plus efficace. Il va être capable de faire des opérations vectorisées plutôt que faire des opérations unitaires. Fait que mon scan qui vient lire le revenu annuel, sur Postgres, il faut qu'il rentre dans le premier file, qu'il ramasse le prix, qu'il rembarque dans le deuxième, qu'il ramasse le prix, puis qu'il commette ses opérations. Tandis que sur ClickHouse, il y a juste à scanner une seule colonne, un seul item. Puis, encore là, les gens ils parlent souvent de la vitesse d'opération, mais la compression, on peut la voir vraiment beaucoup dans comment chacune des bases de données, la surface de storage qui va être utilisée pour le même data. Hein. Fait que comme on voit les deux modèles, juste mon modèle normalisé où est-ce qu'il n'y a pas de duplication de data va être 4 fois plus léger sur ClickHouse que sur Postgres. Puis, c'est des coûts de storage qui peuvent être quand même substantiels. Là. Puis, on peut voir ça, j'ai beaucoup aimé cette inversion-là, parce que sur Postgres, quand je dénormalise, je grandis la surface de storage de ma table, parce que tout d'un coup, vu ce que mes types, la compression est moins efficace, parce que chacun des files contient des types qui sont différents. Fait que chaque duplication d'informations va te coûter. Tandis que sur ClickHouse, comme chacun des files contient un type qui est similaire, puis que ton information dupliquée, souvent, ça va être ce qu'on appelle de l'information à basse cardinalité. Là. Fait que comme dans l'exemple qu'on voyait, c'était ce qui était beaucoup dupliqué, c'était la région puis le pays. Hein. Fait que, tu sais, comme au maximum, je vais avoir quoi, comme une cinquantaine de pays dans ma base de données. Ça va être les 50 mêmes items qui se répètent 180 millions de fois. Fait que la compression va être incroyablement efficace, jusqu'à 6 fois plus léger pour le même data, tandis que Postgres, lui, il va grossir quand tu vas te mettre à dénormaliser des tables. Puis là, je l'ai testé sur mes 180 millions de lignes, mais c'est des propriétés à l'octet, fait que le ratio reste le même, peu importe la taille de la base de données. Oui? Est-ce que tu sais si avant de mesurer dans ClickHouse de forcer la compression? Non, j'ai pas forcé un extra compression. J'ai pris leur modèle de données de base, là, qui est le merge tree, là, puis j'ai pas appliqué la compression par-dessus. Hein. Donc, comme je disais, j'ai vraiment pas fait de shenanigans, tu sais, comme heavy fine-tuning. Là. J'ai pris l'image Docker comme elle vient. Puis, la seule... Oh, OK. Excuse-moi. Mes seules optimisations qui sont faites par Data Engine sont faites dans... l'odeur. Sont faites dans comment je bâtis mes modèles de données. Fait que mes index, mes contraintes, mon partition by puis mon order by pour ClickHouse. Fait qu'il n'y a pas de compression supplémentaire qui a été ajoutée. Hein. Puis pour revenir à comment est-ce que les engins fonctionnent dans différents modèles, je voulais pas juste vous montrer un use case où est-ce que ClickHouse gagne. Fait que j'ai rajouté une couple de queries. Là. Le benchmark TCP vient avec une vingtaine de queries, puis je vais vous gosser avec juste 3 queries aujourd'hui. Là. Désolé pour le monde qui sont front-end. Fait que ça, c'est l'inversion complète du large scan qui demande le revenu annuel
de toutes les transactions. En fait, c'est comment est-ce que je vais chercher un seul client. J'ai un customer, je veux aller chercher c'est quoi toutes ces dernières commandes. Fait que, tu sais, comme on peut voir, là, c'est clairement le use case pour lequel Postgres est utilisé. Tu sais, ton Postgres va avoir tes transactions, ton user il va être capable de voir ses orders une à une qui vont être cherchées assez vite. Puis, désolé. ClickHouse va quand même bien performer, sauf si tu traites ClickHouse comme une base de données opérationnelle. Là. Puis là, dans ce cas-là, la duplication d'informations fait qu'il y a de la misère à trouver son customer, à faire les joins qu'il a besoin. Puis tu peux voir, là, il y a à peu près un impact de comme 200x de latence à haut volume entre Postgres puis ClickHouse. Ce qui est quand même impressionnant. Là, tu ne veux pas attendre comme 15 secondes avant d'avoir ton dernier order quand tu es sur Amazon. Sauf que dans la réalité, on a vu un use case qui touche comme un seul client, puis un use case qui scanne toute la table. Mais quand tu bâtis des produits analytiques, souvent, tu es bien plus entre les deux. Là. Tu veux pas, tu sais, comme tu as un dashboard qui montre combien tu as fait, puis tu vas pas vraiment chercher un client. Fait que la query 2 du TCP Benchmark, c'est les clients européens, fournisseurs asiatiques, tagués urgents, dont le produit a voyagé par air ou par train, segmenté par année. Hein. Fait que, comme vous pouvez voir, là, même Postgres, il y a comme le query plan, il est vraiment bizarre. Comme il y a trop de joins, il vire fou, puis il prend comme une mauvaise tangente. Puis il abandonne son query plan quand il y a plus de data, puis il revient sur sa ligne. Même dénormalisé Postgres, il y a un léger gain de performance. Puis encore là, quand tu traites ClickHouse comme une base de données opérationnelle, tu peux voir que la performance est vraiment similaire. En bas de 10 millions de rows, c'est pas dramatique. Tu arrives quand même en bas de ta seconde, mais il performe vraiment pas aussi bien que si tu l'utilises comme il est fait pour être utilisé. Hein. Fait que comme la modélisation vient de chercher comme un x2 de gain entre ces deux points-là. Puis ClickHouse devient un peu meilleur tout seul. Puis quand tu as ClickHouse avec une modélisation appropriée, c'est 25x de performance que tu t'en vas chercher sur tes grosses queries. Hein. Par contre, dénormaliser tes modèles, ça vient avec un coût. Hein. Dans le fond, ta base de données transactionnelle, tu ne peux pas la remplacer, c'est ta source de vérité pour tous tes modèles analytiques. Fait qu'il faut transformer le data. C'est comme le classique ETL, dans le fond, là, tu vas le chercher de Postgres, tu vas le lender ailleurs. Puis, 180 millions de lignes recréées à partir de zéro. Postgres, sur mon setup local, se faisait en 15 minutes. ClickHouse en 2,7 minutes. Fait que, comme tu gagnes en performance, mais il faut aussi que tu réfléchisses au retard que ta transformation de modélisation va te donner. Puis, mais ça, par contre, c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est des benchmarks recréés à partir de zéro. Hein. Souvent, ton modèle de data va être incrémental, fait que tu vas seulement transformer les nouvelles rows qui rentrent, mais c'est quand même quelque chose qui est à réfléchir. Comment ces bases de données-là réagissent à des writes? Puis, on peut voir qu'il y en a clairement un qui est optimisé pour les writes. Quand tu utilises Postgres, c'est super bon pour faire des writes uniques. Comme peu importe la personne, elle va faire un achat, ça va aller s'écrire directement. Ça va prendre moins que... Ça va prendre moins qu'une milliseconde, tandis que sur ClickHouse, aller faire une insertion unique, c'est jusqu'à 5 fois plus élevé. Hein. Puis, c'est pas difficile à imaginer si on revient au modèle de data. En fait, là, Postgres va juste il va aller ajouter un file qui contient la nouvelle row. Hein. Tandis que ClickHouse, mettons qu'on ajoute une nouvelle colonne, c'est 3 files qu'il faut qu'il ouvre, puis qu'il remplace pour aller ajouter les nouvelles valeurs pour 3 colonnes dans une seule rangée. Hein. Même chose pour les updates. Puis pour les updates, c'est encore pire parce que ClickHouse puis la majorité des modèles OLAP n'ont pas de B-tree index. Je sais pas, qui est-ce ici qui ne sait pas c'est quoi un B-tree index? Frank?
Dans le fond, c'est l'index qui va te permettre de trouver une seule rangée le plus rapidement possible. Je ne vais pas rentrer dans comment c'est programmé, mais en fait, ClickHouse, il va falloir qu'il scanne la majorité. Pour trouver ou faire un update, il va falloir qu'à moins que tu lui donnes dans ta query, tu ajoutes un filtre qui soit hyper sélectif, il va falloir qu'il scanne la majorité de tes rows pour trouver la bonne à updater. Puis là, il va falloir qu'il ait updaté un file par colonne qui est modifié dans ton update. Puis Postgres, ben, c'est l'inverse. Son B-tree index il est super bon, il trouve exactement la bonne place, il va updater exactement la bonne rangée. Mais c'est là que tu vois que ce qui rend Postgres rapide sur l'unité rend ClickHouse vraiment plus rapide quand tu fais du batch update ou du batch insert. Dans le fond, ClickHouse va être 16 fois plus vite parce que son optimisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker toutes ses updates en batch ou toutes ses inserts en batch, puis il check où est-ce qu'il va falloir qu'il aille les ajouter. Fait qu'il va modifier ces files-là une fois plutôt que les modifier. Comme, mettons que je faisais 100 updates, il va les modifier 100 fois. 100 updates unitaires, il va les modifier 100 fois. Puis même, là, j'ai répété, mon benchmark a répété le modèle qui est plus à la Postgres, à la transactionnelle, mais comme on jasait avec les gens de BudPress, sur des OLAP, c'est pas un bon pattern de faire des updates anyway. Hein. Le bon pattern, c'est seulement de faire des inserts, d'ajouter une colonne qui est comme une date de... encore là, pour faire le lien avec mon dernier talk, c'est ce qu'on appelle comme du slowly changing dimension. Type 2, tu viens mettre une colonne qui est une date d'efficacité. Fait qu'à partir de telle date, c'est cette transaction-là qui est la bonne. Puis tu viens toujours insérer par en bas chacune de tes nouvelles transactions, même si c'est un update. Dans le fond, quand tu vas faire ton query, tu vas runner un Windows qui va prendre la dernière transaction valide sur cette colonne de date-là. Fait que s'il y a une conclusion que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que les bases de données à haut volume, même si les benchmarks sont vendus comme la solution la plus rapide en ville, il y a quand même un use case à suivre. Puis c'est pas tous les cas qui bénéficieraient d'une base de données spécifique. Le Postgres, c'est quand même un outil super puissant. Puis jusqu'à temps que vous scaliez, vous pouvez tout faire en Postgres. Est-ce qu'il y avait des questions? Hein? Oui, tu sais, tu avais ton schema, tu avais ton schema normalisé. Yes. Tu pensé à faire un schema flat? Oui, un large. Oui, exactement. Pour revenir à mon premier talk, justement, là, on parlait de 3 modèles de données. J'avais pas le goût d'aller trop loin dans le dénormalisé pareil. Là. Mais oui, il y a, les bases de données de type ClickHouse, souvent, ils vont beaucoup mieux performer lorsque tu as une grosse table super large. Puis le Star Schema, c'est un peu plus, ça a super bien performé pour ce benchmark-là. Là, on peut voir qu'à 180 millions de rows, même si je scanne toute la table, puis que je fais un join, j'atteignais jamais une seconde de latence. Mais oui, c'est un peu plus un benchmark, un modèle qui est utilisé pour des warehouses, où est-ce que tu as différents fact tables qui vont réutiliser les dimensions. Là. Fait que plutôt que les dédoubler au complet, c'est comme un middle ground de duplication, puis moi, c'est non, juste mon go-to. j'avais intéressé à voir où est-ce que c'est situé dans les... Pour Postgres et pour ClickHouse. Postgres performe dégueulassement là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'avais même pensé faire les 3, mais à un moment donné, mon temps est limité aussi. Fait que tant qu'à en choisir 2, je trouvais que le Star était un meilleur middle ground parce que c'est quand même une option valable sur Postgres. Okay. Ouais. Mais excellente question. C'est l'arrivée des joins. Oui, exactement. Ben, tu sais, comme puis là, je voulais comparer un à un, là, mais oui, si je bougeais mon Postgres direct dans un ClickHouse, probablement que je ferais une grosse table large, à moins que j'aie, tu sais, comme une seule dimension qui va être sur plein de tables de transactions. Là, ça peut devenir difficile à updater, si on veut. Ouais. Mais il y avait une question devant toi aussi. Ouais, tu sais, quand même, en setup de test, as-tu utilisé, genre, pour le fun, de genre d'autres bases de données?
Non, mais c'est définitivement dans mon futur. Puis tu as raison, moi, je me suis quand même gâté. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vraiment fait comme un bench de tests avec chacune des queries. J'ai demandé à Claude d'aller scraper des queries du TBC Benchmark, puis de les modifier pour ClickHouse ou Postgres. Puis après ça, je suis allé regarder moi-même quelle approche qui était bonne pour être sûr que les queries étaient fair entre chacun des modèles. Puis c'est ça, mon bench, il ramasse les query plans, puis il update le data sous forme CSV. Puis c'est aussi mon bench qui a comme auto-généré les visualisations que vous avez vues dans le... Ouais, fait que j'enverrai le lien à Michael, là. Je vais mettre le repo avec le lien de partage de Codec. Oui. Yes, je suis quand même vraiment surpris de voir ClickHouse performer aussi bien en mode transactionnel avec autant de roles. Toi, ton feeling, as-tu déjà vu ça? Le monde rouler ClickHouse? Les perspectives de parler du classique, c'est de prendre un ETL pour faire ton analytics, ton ETL va tout le temps désynchronisé. Fait que ça, c'est le compromis, mais là, toi, tu viberais-tu, genre, prendre ClickHouse pour genre une situation d'entreprise pas trop grosse ou tu sais ça pourrait les deux cas? Absolument pas pour le vrai. C'est, tu sais, comment je dirais ça, c'est même si c'est vraiment performant, ça reste un outil spécialisé. Puis il y a plein de features que tu as sur Postgres qui existent juste pas sur ClickHouse. Dans le langage SQL, tu veux dire? Oui, exactement. Dans le dialecte SQL. Fait que là, mettons qu'on parle, tu sais, comme de quand tu fais des doubles ou des triples commits, il faut qu'ils roll back ensemble. ClickHouse ne supporte pas ça du tout. Tout ce qui est, tu sais, comme pour la majorité des entreprises, tu veux que ta base de données transactionnelle soit super reliable. Puis ClickHouse, il est vraiment pas bon pour tout ce qui est write ou update unitaire, ou même query unitaire. Tu sais, il performe correctement, mais la seconde que tu en enchaînes plein, ils vont créer un lag un derrière l'autre. Puis comme ta base de données ne rattrapera jamais ton back pressure jusqu'à temps comme que tu coupes le... Cool. Fait que j'irai pas dans cette direction-là, à moins d'avoir un cas qui est strictement analytique. Je vais essayer de poser une autre question, mais as-tu essayé, mettons, de délivrer des affaires dans ClickHouse? J'avais benchmarké un peu, puis ce que je trouvais stressant, c'est que tu ne peux pas manquer ta création de table, parce que les clés, si tu décides mal tes clés en order, ben, tu ne peux pas les utiliser dans le désordre quand tu fais tes queries, puis après ça, reconstruire les clés, c'est donc... Oh oui, c'est pas bâti pour être reliable, c'est bâti pour être rapide. Fait que tu sais, comme, je sais pas comment dire, là, ton Postgres, c'est ton Jeep Wrangler, dude. Il fait tout, là. T'as besoin d'aller à l'épicerie, t'as besoin d'aller acheter une TV, ton Jeep Wrangler, il est là. Ta Ferrari va fucking vite, là. Mais essaye pas de mettre, tu sais, comme un écran 49 pouces dans le coffre, là. C'est pas ça que ça sort. Il y a pas de bande bébé dans une Ferrari, là. That's it. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. T'as-tu regardé, qu'est-ce qui t'a fait choisir ClickHouse pour ce test-là spécifique? T'étais juste intrigué par le tool ou c'est... Moitié-moitié, j'étais vraiment intrigué par le tool. Okay. Puis aussi, je cherchais vraiment comme un modèle mental. C'est comme la majorité des OLAP sur lesquels moi j'ai travaillé, c'était des warehouse ou des lakehouse. Fait que c'est comme Databricks, Lakehouse Custom, BigQuery, Redshift. Je connais pas le compétiteur Microsoft, mais je suis sûr qu'il y en a un. Chez Cora, qui ont un propre, comme piece of crap qui est supposé faire de l'analytique. Mais moi, je voulais vraiment comme un compétiteur à Postgres. Fait que, comme pas runner. Parce qu'un warehouse, c'est pas forcément rapide parce que ça règle beaucoup de problèmes que tu as de gouvernance, puis de gestion de données, puis de storage pour de l'analytique interne, mais pas pour servir un produit analytique. Fait que je sais qu'ici, il y a beaucoup de développeurs web ou de développeurs back-end, puis qu'ils seraient à l'aise avec le modèle mental de Postgres. Puis ClickHouse, c'est le lab que j'ai trouvé. Elle puis Starrocks, qui sont le plus proches du modèle Postgres. Yes. As-tu déjà checké Tiger Scale, je crois, qui est un plugin Postgres? J'ai pensé faire la démo avec des plugins. Il y a aussi un plugin DocDB Postgres qui est super bon. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de nous qui fonctionnent avec des produits managed.
souvent manage, il ne gère pas les extensions. Je trouvais ça plus robuste de benchmarker envers un produit complet plutôt que juste une extension. Mais il y a des super bonnes extensions analytiques pour des bases de données transactionnelles. Puis, c'est quoi que tu disais, c'est Tiger? TigerScale, Mais Ouais. ça, c'est pas une base de données Time C'est Timescale. Series. Timescale DB, c'est pas son produit séparé. Non. C'est un plugin de Postgres. Ah, ok. Mais ils font leur thing. Mais oui, j'y ai pensé à utiliser des extensions Postgres pour benchmarker les deux. C'est juste, je voulais utiliser quelque chose qui reflétait plus comment est-ce qu'on travaille. Puis c'est rare que quand tu migres, tu vas juste étendre Postgres. Puis, tu sais, comme tu vas créer un modèle qui est plus robuste qu'une extension. Là, mais, ouais. Puis c'est pour ça que j'ai éliminé cette idée-là au départ. Mais si vous voulez jouer avec des extensions Postgres, il y en a plein d'analytiques. Vraiment ça. Je vous recommande. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?